Bienvenue, vous écoutez Porte Vocale. Dans cet épisode, le juge Marcel Lemonde va vous raconter son enquête sur les Khmers rouges au Cambodge. De 1975 à 1979, les Khmers rouges mettent en place une dictature communiste. Le Cambodge change de nom et devient le Kampuchéa démocratique. L'instruction du juge Marcel Lemonde mène à 2 procès historiques au Cambodge à partir de 2009. Celui de Duc, l'ancien directeur du centre de torture S21, accusé de crimes contre l'humanité, et celui des anciens dirigeants Khmers rouges, Khieu Samphan, Neon Shea, Ieng Sary et Ieng Thirit, accusés de crimes contre l'humanité et de génocide. Pol Pot, qui est décédé en 1998, n'a pas été concerné par les procédures judiciaires. Attention, ce podcast contient des propos sur des crimes violents qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Il est destiné à un public majeur et averti. Si vous êtes mal à l'aise, nous vous encourageons à stopper l'écoute à tout moment. Je m'appelle Marcel Lemonde, je suis magistrat. Et donc à partir de 2006, j'ai été en poste au Cambodge comme juge international. Et j'y suis resté jusqu'à fin 2010, pendant toute l'instruction des 2 seuls procès qui finalement ont eu lieu. Je me souviens très bien de l'arrivée pour le tribunal, là, en juillet 2006. J'ai été un peu surpris parce que c'était une arrivée de VIP, quoi. Et je suis arrivé, il y avait un collier de fleurs à la descente de l'avion, des motards pour escorter ma voiture blindée pour me conduire à l'hôtel. Enfin, c'était quelque chose qui était tout à fait inattendu. Et en fait, après, ça s'est un peu atténué. Enfin, les conditions de vie étaient à peu près normales. J'ai quand même jamais pu faire l'économie d'avoir 2 gardes du corps en permanence, ce qui était sans doute totalement injustifié. Mais enfin, bon, il fallait se plier aux règles de sécurité du gouvernement cambodgien et il tenait à ce que ça soit mis en place comme ça. Les Khmers rouges, c'est un mouvement communiste, maoïste, qui a été créé dans les années 60 au Cambodge, qui a végété, je dirais, pendant des années. Il n'avait pas de soutien populaire, c'était pas du tout un mouvement important politiquement. Et ça a changé à cause de la guerre du Vietnam. Les Américains ont utilisé un peu le Cambodge en bombardant allègrement toutes les communes, les villages qui étaient occupés ou censés être occupés par les Vietnamiens communistes. Et Sihanouk, qui était à l'époque le chef de l'État, a toléré, on peut dire, le passage des communistes du Nord, Vietnam, par le Cambodge pour approvisionner en armes les Viet Cong du Sud et en quelque sorte soutenir la guérilla vietnamienne. Alors ça a donné lieu donc à des bombardements américains parce que les Américains ne pouvaient pas accepter cette situation. Et ça a donné lieu à une opposition politique pro-américaine au Cambodge qui a consisté à lutter contre Sihanouk et son régime. Et Sihanouk a été renversé en 1970 par son premier ministre de l'époque, Lon Nol. Donc il y a eu un régime républicain qui a été mis en place en 1970. Sihanouk a très mal vécu ça, et il a appelé la population cambodgienne à rejoindre les Khmers rouges. Donc le fait qu'ils disent aux Cambodgiens « rejoignez les Khmers rouges pour combattre le gouvernement cambodgien qui est un usurpateur et qui m'a chassé du pouvoir », a eu un impact considérable sur la population. Et il y a beaucoup de gens, des paysans, qui étaient eux-mêmes victimes des bombardements américains, donc qui étaient tout prêts à entendre ce discours. Tous ces paysans cambodgiens ont bien volontiers rejoint la guérilla Khmer rouge et ont transformé ce petit groupe de rebelles en un mouvement politique plus important et en une armada qui était plus négligeable. Tellement peu négligeable qu'elle a fini par prendre le pouvoir. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh et ont mis en place donc ce régime communiste qui est resté en place jusqu'en 1979, période pendant laquelle environ 2 millions de Cambodgiens ont été éliminés, soit par épuisement, soit par maladie, soit par exécution, soit par torture. Enfin, c'était un régime terrible du point de vue des conséquences humaines.
Il y a eu pendant l'instruction d'ailleurs une expertise démographique pour essayer d'affiner la perception du nombre de victimes, justement. Et cette expertise qui n'a pas vraiment été critiquée, qui est de qualité, je crois, a établi que le nombre de victimes pouvait être évalué entre 1,8 million et 2,2 millions de morts. Toutes catégories confondues, c'est-à-dire que ce soit des victimes d'exécution directe, comme par exemple les fonctionnaires de l'Ancien Régime, qui ont été les premiers éliminés par les Khmers rouges, ceux qui étaient soupçonnés d'être traîtres à la cause et qui ont donc été torturés, incarcérés souvent à S21, le centre de détention de Phnom Penh, et exécutés ensuite à Chiang Rai, qui était le lieu d'exécution situé à une vingtaine de kilomètres de Phnom Penh. Ça, c'était les morts directes causées volontairement, mais il y a eu aussi un certain nombre de morts, enfin un certain nombre, un immense nombre de morts provoquées par maladie, par épuisement, par des conditions de travail qui étaient aberrantes. Enfin, on laissait les gens dormir 4 heures par nuit, et puis on les emmenait ensuite dans les rizières pour travailler toute la journée. Enfin, c'était un régime qui était constitutif d'une prison sans mur. En fait, l'expression est utilisée par les Cambodgiens, qui disent que le Cambodge était devenu une prison sans mur, où il n'y avait plus de famille, plus de propriété privée, aucune des conditions de vie normales, quoi. Donc ça a été une expérience assez catastrophique pour le Cambodge. L'idéal de société que visent les Khmers rouges à l'époque étant de constituer une société agraire analphabète, quoi. En gros, c'est le paysan khmer qui ne sait pas lire et écrire et qui est comme une page blanche sur laquelle on peut écrire l'histoire, devient le modèle type qu'il faut essayer de promouvoir. Et alors évidemment, tous ceux qui portent des lunettes, qui sont susceptibles d'apparaître comme des intellectuels, sont les premiers visés, parce qu'ils sont suspects d'être influencés par l'idéologie occidentale et de ne plus être les purs dont on a besoin pour construire le nouveau Cambodge. Il y avait donc les 4 dirigeants survivants, plus Duc, le directeur des S21. Mais il faut rappeler que les intéressés étaient très âgés, et malheureusement, la procédure n'est pas allée à son terme pour tous. Enfin, dans l'ordre, Ieng Sary est mort d'abord, le premier, pendant l'instruction, donc il n'a jamais été jugé. Ieng Sary était ministre des Affaires étrangères et numéro 3 du régime. Enfin, sa femme, Ieng Thirit, qui était ministre des Affaires sociales, a été déclarée inapte à être jugée parce qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et Nunchea a été jugé, a été condamné, mais il a fait appel, et avant que la cour d'appel ne se prononce, il est décédé également. Donc en réalité, en fin de parcours, seuls Duc et Khieu Samphan ont été jugés de manière définitive. On a affaire à des gens qui sont des hommes avec leurs qualités et leurs défauts, je dirais. Ils étaient différents les uns des autres, mais ce qui était le plus étonnant, c'est qu'ils n'étaient pas fondamentalement différents de nous. C'est-à-dire que c'était des hommes avec toutes leurs caractéristiques qu'on retrouve chez bien des hommes. Le plus frappant, c'est Duc. Duc est quand même accusé d'avoir directement provoqué la mort d'environ 15 000 personnes. Et je m'attendais à voir, sinon un monstre, du moins quelqu'un qui paraisse particulièrement cruel, enfin qui était redoutable. Et j'ai vu arriver dans mon bureau quelqu'un de très souriant, qui avait été converti au christianisme depuis quelques mois, quelques années même, et qui était dans une logique de repentance. Une période de ma vie a été consacrée à des horreurs. J'étais associé à un régime qui était épouvantable. Je suis prêt à le reconnaître et je suis prêt à faire tout ce que vous voulez pour vous aider dans la manifestation de la vérité. Je serai un accusé modèle. Et c'est assez caractéristique de son fonctionnement habituel d'ailleurs. Il a toujours été un modèle. Il était un très bon élève quand il était en classe. Il a été ensuite un très bon prof de maths. Il a après été un très bon tortionnaire quand les Khmers rouges l'ont utilisé comme
comme chef des 21. Il a ensuite été un très bon travailleur social quand il s'est converti au christianisme et employé par une association, une ONG américaine. Il a donné toute satisfaction. Et à l'arrivée, il a été un très bon accusé qui n'avait qu'un souci, c'était de faire gagner du temps à la justice, aller à l'essentiel. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Voilà la première impression que j'ai eue, c'était vraiment inattendu. Enfin, on voyait arriver quelqu'un qui incarnait en quelque sorte la banalité du mal, quoi. C'était quelqu'un d'ailleurs, c'est intéressant de comparer les déclarations et l'attitude de Duke et celle d'Eichmann. Si on lit le livre d'Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, on retrouve des phrases complètes qui sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'ils adoptent le même style de défense et dans la forme même, ils adoptent le même vocabulaire pour parler des crimes qui ont été commis, pour parler des ordres qu'ils ont reçus, etc. Donc c'est assez étonnant et ça a été une surprise de voir arriver à un accusé comme ça qui ne correspondait pas du tout au profil tendu. Il y en avait d'autres qui étaient dans une logique très différente. Par exemple, Khieu Samphan, il se présentait un peu comme le président de la Troisième République, en disant « moi j'étais là pour inaugurer les chrysanthèmes, hein, j'étais le chef de l'État qui avait des contacts avec l'étranger, mais j'étais au courant de rien, je ne savais absolument pas ce qui se passait. Et j'ai découvert les atrocités commises par les Khmers rouges dans les années 2000. Alors, c'était pas très sérieux, enfin, ça a d'ailleurs été rejeté comme raisonnement par le tribunal, mais ça montrait un peu comment fonctionnait le personnage. Enfin, il voulait se présenter comme de bonne foi, n'ayant voulu que le bien de tous les Cambodgiens. Nunchea, c'était encore autre chose. Nunchea, c'était le combattant qui avait perdu, qui en était conscient, mais qui ne déviait pas d'un pouce de sa trajectoire précédente. C'est-à-dire qu'il disait, bon, ben, très bien, vous avez gagné, faites votre travail, mais moi, je persiste à penser qu'on avait un projet politique qui tenait la route, et on n'a pas pu être reconnus comme des dirigeants efficaces parce qu'il y avait le contexte international, parce qu'il y avait l'hostilité de beaucoup de gens autour de nous, mais il est persuadé qu'il était dans le camp des perdants qui avaient raison. Quant à Ieng Sary, c'était plutôt le style obséquieux. Il était très soucieux de ne pas déplaire, mais disant, écoutez, moi je suis très content que ce tribunal existe, comme ça je vais enfin savoir la vérité sur tout ce qui s'est passé pendant les années 75 à 79. Je n'ai rien fait de répréhensible, mais je serais très intéressé par votre travail pour savoir exactement ce qu'on me reproche. Et puis sa femme, c'était encore un autre style, elle était très agressive, disant ce tribunal est une monstruosité. Enfin, ça ne veut pas dire que je m'associe à ce qui a pu être fait pendant tout le régime, notamment Nunchea était un sale type. Enfin, elle avait des réactions qui étaient assez colériques. L'expertise psychologique de Duke est très intéressante parce qu'elle creuse justement cette question, comment est-ce qu'on devient Duke? Comment est-ce qu'on devient criminel contre l'humanité? Quelles sont les caractéristiques de son fonctionnement psychologique? Enfin, en particulier, comment faut-il analyser les remords de Duke? Est-ce qu'ils sont sincères ou pas? Ce qui est au cœur du procès, puisque dès le départ, il reconnaît tout et il dit je regrette beaucoup d'avoir été associé à tous ces crimes. Alors, c'était important pour le tribunal de savoir si on avait affaire à quelqu'un qui, ou bien jouait la comédie et n'avait absolument pas évolué, ou bien au contraire était dans une logique de repentance sincère. Et ce que disent les experts psychologues et psychiatres, c'est que cette question est conduit probablement à une impasse, parce que elle est au-delà de la réponse par oui ou par non. L'énormité des faits reprochés à cet accusé font qu'il ne peut sans doute pas lui-même analyser, regarder en face ce passé et analyser sa réaction de remords. Enfin, je pense que ce serait simplificateur que de dire il est sincère quand il éprouve des regrets. Enfin, il est reproché des crimes contre l'humanité, essentiellement des meurtres, des tortures, pratiquement il a toute la liste des crimes contre l'humanité qu'on peut reprocher à quelqu'un. On lui reproche d'avoir été essentiellement à la tête
du système de répression Khmer Rouge sous forme de chef du centre S21, qui était donc le centre de détention et de torture de Phnom Penh, et responsable du centre d'exécution de Chiang Ek, qui est situé à proximité de Phnom Penh, et où étaient massacrés la plupart des prisonniers qui étaient détenus à S21. On a considéré dans l'ordonnance de renvoi qu'il y avait 12 000 personnes qui étaient identifiées, dont on avait les photos, vous savez, dans le musée actuel du génocide à Phnom Penh, il y a des murs entiers qui sont recouverts de photos des détenus. C'était les photos qu'on prenait quand les personnes arrêtées arrivaient à S21. Donc on a partout les murs couverts de photos, et ces photos ont été identifiées. Donc on a là un certain nombre de personnes dont on sait qu'ils ont été arrêtés et conduits à S21 et liquidés là-bas. Donc ça, c'est 12 000, c'est le chiffre minimal. Il y en a très certainement plus que ça. Il y a tous ceux qui n'ont pas été identifiés et tous ceux dont les archives ont disparu, enfin, qui ont été exécutés ailleurs ou qui ont été transférés sur un autre centre. Enfin, en gros, on peut dire qu'on tourne autour de 15 000 personnes, environ. 15 000 morts. Alors, de différentes façons. Bon, ça fonctionne de manière quasi industrielle. Enfin, c'est-à-dire que le principe, c'est que toute personne arrêtée à S21 a vocation à être liquidée. On ne ressort pas vivant de S21. C'est pour ça que c'est miraculeux il y a eu 7 survivants à la fin qui reviennent, alors, pour le coup, de l'autre côté de l'enfer. C'est tout à fait extraordinaire qu'ils aient réussi à échapper à ce fonctionnement qui était devenu délirant. Simplement parce que les Vietnamiens sont arrivés et que ça a été la panique générale et qu'ils ont réussi à partir en courant comme tout le monde, quoi. Mais le principe, donc, c'était quiconque entre à S21 n'en sort pas vivant. Alors, il y avait tout un tas de procédures particulières. Il fallait d'abord que la personne avoue. Alors, avoue quoi? Ben, elle ne savait pas ce qu'il fallait avouer, parce que la plupart du temps, elle n'a rien fait du tout. Donc on lui disait, allez, il faut rédiger une confession, vous allez marquer tout ce que vous avez fait, vous êtes un agent de la CIA ou du KGB, les gens ne savaient pas ce que c'était que le CIA et le KGB, mais ça n'avait aucune importance, et il rédigeait une confession pour répondre aux souhaits des interrogateurs. Et alors, tant que la confession n'était pas satisfaisante, on utilisait la torture, on maintenait la détention aussi en tant que nécessaire, jusqu'à ce que la confession corresponde à ce qu'on attendait du détenu. Parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionnait le régime. Il y a eu une période où les ambitions politiques du gouvernement Khmer Rouge étaient totalement irréalistes. On voulait produire une quantité de riz qui était inimaginable, enfin, et donc les objectifs fixés par le parti ne pouvaient pas être atteints. Et comme le parti ne pouvait pas avoir tort, les dirigeants disaient, si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des traîtres, il y a des gens qui font du sabotage. Donc l'idée, c'était de débusquer les traîtres. Il fallait absolument identifier ceux qui compromettaient la politique du Parti communiste du Kampuchea en les identifiant, et en les identifiant sous forme de dénonciation faite dans les confessions. Alors il y avait un système très sophistiqué de poids et mesure, en quelque sorte, où les gens qui faisaient des déclarations mettaient en cause une personne. Si elle était mise en cause une fois, bon, on continuait les investigations, il ne se passait rien. 2 fois, on commençait à s'intéresser à l'intéressé, et 3 fois, on l'arrêtait. Ça fonctionnait comme ça, enfin, c'était de manière assez rudimentaire, mais 3 mises en cause suffisaient pour entraîner la culpabilité. Alors, comme les autres étaient priés de dénoncer et étaient torturés pour le faire, assez rapidement, il y avait des dénonciations. Tout le système fonctionnait comme ça, et fonctionnait de manière absolument folle, parce que Duke l'a dit d'ailleurs, plus personne n'y croyait, même le comité permanent du Parti communiste savait bien que c'était n'importe quoi, ces confessions. Mais c'était la logique du système. Pour expliquer les failles de la politique, il faut nécessairement qu'il y ait des traîtres. Pour identifier ces traîtres, il faut multiplier les investigations, et le résultat, c'est que tous ceux qui apparaissent comme suspects deviennent systématiquement coupables.
Et donc, on a un certain nombre de slogans qui ont été rapportés par d'autres, notamment, qui illustrent ça. On disait aux détenus, il n'y a aucun bénéfice à vous garder, aucun inconvénient à vous éliminer. Encore une fois, le but de l'opération étant d'arriver à une société génétiquement pure de paysans analphabètes, tout le reste pouvait être éliminé sans problème, puisque ça ne correspondait pas à la définition de l'homme nouveau, quoi. S21, c'est une ancienne école, donc avec des bâtiments sous forme de bar de 4 étages, pas très haut, mais assez long, dans lequel il y avait des salles de classe qui ont été transformées en cellules de détention. Ici passent essentiellement des interrogatoires et des meurtres. La forme la plus rudimentaire et la plus répandue, c'est de conduire en camion les détenus sélectionnés vers Tchangek, encore une fois dans la banlieue de Phnom Penh. Et là, on sort les gens du camion en leur donnant un coup de barre de fer derrière le crâne. Et ils étaient immédiatement enterrés dans des fosses communes qui étaient creusées sur place. Alors il y avait d'autres formes plus sophistiquées, si je puis dire, de mise à mort. Notamment, il y a eu des prélèvements sanguins. On vidait les détenus de leur sang pour utiliser le sang par ailleurs, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y en a qui sont morts aussi des actes de torture qu'ils subissaient. Enfin, c'était un fonctionnement terrifiant. Enfin, on voyait vraiment des individus qui perdaient toute humanité, qui passaient leur journée à liquider les détenus qui arrivaient à Tchangek. Je me souviens d'avoir interrogé les exécuteurs qui expliquaient leur travail en disant qu'on avait une barre de fer et puis il fallait cogner jusqu'à la fin de la journée. On faisait ça tous les jours. Et ils en parlaient comme si ils avaient coupé du bois, quoi. C'était assez impressionnant comme fonctionnement. Et il faut savoir que le tribunal Khmer Rouge a été créé par un accord entre l'ONU et le tribunal, et non pas par une décision du Conseil de sécurité, comme les autres tribunaux internationaux. Au lieu d'avoir une décision de l'ONU disant on crée un tel tribunal avec telle caractéristique, on avait une négociation, parfois très difficile d'ailleurs, qui a duré 7 ans, entre le gouvernement cambodgien et l'Organisation des Nations Unies, qui ont donc réussi à se mettre d'accord sur une formule qui consistait à dire qu'il y aura plus de juges nationaux que de juges internationaux, mais pour les décisions à prendre, il faudra obligatoirement qu'il y ait une supermajorité, ce qui obligera à avoir au moins un juge international qui soit de l'avis des juges cambodgiens. Pourquoi toutes ces discussions? Parce que, à l'évidence, le Cambodge n'était pas préparé à faire un procès comme celui-là. Il n'était pas en état de le faire. Il faut savoir qu'en 1979 plutôt, quand les Khmer Rouges ont quitté le pouvoir, il restait 5 juges vivants au Khmer Rouge, au Cambodge. Donc, ce n'était pas possible d'espérer un fonctionnement normal de cette juridiction avec des juges cambodgiens seulement. La juridiction dans son ensemble était internationalisée, c'est-à-dire qu'il y avait une composante internationale et une composante nationale. Alors, il y avait un procureur cambodgien et un procureur international, et puis il y avait un juge d'instruction cambodgien, mon collègue Yu Gun Lang, qui est un juge d'instruction international, en l'occurrence moi. Et donc, ces tandems étaient priés de fonctionner ensemble, une procédure de règlement des désaccords étant prévue, mais une procédure extrêmement lourde qu'il était impossible de faire fonctionner quotidiennement, quoi. Donc ça supposait qu'on arrive à se mettre d'accord de manière informelle. C'était en amont qu'il fallait discuter, parce que si on n'arrivait pas à se mettre d'accord, il n'y avait pas de décision. Et il y a eu quelquefois des problèmes avec mon collègue Yu Gun Lang, qui ne voyait pas les choses comme moi, peut-être parce que ses supérieurs ne voyaient pas les choses comme moi non plus. L'accord entre l'ONU et le Cambodge prévoyait expressément qu'on ne pouvait instruire que sur les faits commis entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Ça veut dire que tout ce qui concernait, par exemple, les bombardements américains sur le Cambodge, qui étaient antérieurs à 1975, ne pouvait pas être poursuivi. Tout ce qui concernait les soutiens
internationaux, et notamment occidentaux, pour les Khmers rouges, après 1979, ne pouvaient pas être poursuivis non plus. Et en plus, les personnes susceptibles d'être poursuivies étaient exclusivement les auteurs de crimes graves commis au Kampuchea et les anciens dirigeants du régime. Donc la compétence personnelle et territoriale et temporelle du tribunal était extrêmement précisément définie, et donc il était hors de question de poursuivre des faits annexes. On peut regretter que certaines personnalités politiques occidentales n'aient pas été inquiétées. Je pense notamment à Henry Kissinger, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui a quand même été l'un des responsables de tous les bombardements sur le Cambodge qui ont fait des milliers de morts. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour dire qu'il ne fallait pas inquiéter non plus les responsables Khmer rouges. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas juger tous les criminels qu'il faut juger ceux qu'on peut juger. Scène très particulière, c'est quand il a été question d'entendre des personnages importants du régime actuel, c'est-à-dire des ministres, présidents d'assemblées parlementaires et le roi lui-même, Norodom Sihanouk, qui était un témoin important, puisqu'il incarne l'histoire du Cambodge sur 40 ans pratiquement. Donc là, s'est posé la question de leur audition. U Boon Leng m'a dit, moi, c'est hors de question, je ne vais pas convoquer ces gens-là. Vous ne vous rendez pas compte au Cambodge que ça signifie que de convoquer un responsable politique, c'est comme s'il était accusé. Donc, pas question. Je lui ai dit, moi, pas question d'y renoncer. Je ne peux pas décemment envisager de ne pas tenter de les entendre. Et puis il m'a dit, écoutez, allez-y, mais allez-y tout seul. Et si jamais vous y arrivez, j'applaudirai. Il m'avait dit comme ça. Et il savait que j'y arriverais pas, moi aussi d'ailleurs. Enfin, j'ai envoyé des convocations, pas de réponse. Ni du roi, ni des ministres, ni des assemblées parlementaires. Rien. Alors j'ai renvoyé une deuxième convocation en expliquant que toute l'importance, et en citant des interviews de certains des personnages en question qui avaient dit qu'ils étaient tout prêts à témoigner. Donc je leur ai mis un peu le doigt sur ce qui faisait mal, quoi. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction très violente du ministre de l'Information, puis de Hun Sen lui-même, le Premier ministre, qui a dit si les juges internationaux ne sont pas contents, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Il est hors de question que les dirigeants de ce pays soient inquiétés. Enfin, alors là, deux possibilités. Ou bien j'essaye de passer en force en disant aux policiers cambodgien, vous allez aller arrêter le ministre des Finances ou des Affaires étrangères, et puis vous allez le conduire dans mon cabinet. Tout le monde aurait éclaté de rire, et je me ridiculisais, parce que c'était hors de question, dans un contexte tel que celui du Cambodge, d'espérer exécuter un mandat d'amener contre un personnage important du régime. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour faire face à cette situation, c'est de dire, ils ne veulent pas venir, il va falloir qu'ils en accepte les conséquences politiques. Donc j'ai rendu public les convocations et leur absence de réaction, et j'ai mis ça dans le dossier accessible sur le site internet. Ce qui fait que les journalistes qui allaient régulièrement consulter le site internet du tribunal ont vu ça et ont fait des gros titres sur l'affaire de refus de coopération du gouvernement cambodgien. Bon, alors il y a deux façons là encore de présenter les choses. On peut dire il s'est couché devant les Cambodgiens en n'allant pas plus loin. Ou bien on peut dire, est-ce qu'il valait mieux passer outre, et puis qu'il y ait une trace écrite de la tentative, pour que le procès aille à son terme ou pas. On était en permanence confrontés à ce problème-là. C'est jusqu'où on peut accepter les compromis. Si on dit dès le départ, je n'accepterai aucun compromis, et je suis dans la même situation que si j'étais juge d'instruction à Paris, et par conséquent, je ferai tout ce que je ferai à Paris. Là, c'est l'échec assuré. Donc, il fallait à la fois accepter de contourner les obstacles, et en même temps, savoir jusqu'où on pouvait aller trop loin, en quelque sorte. On était en permanence confronté à ce problème-là. C'est le problème, finalement, qui existe depuis le premier jour. Est-ce qu'il était réaliste de faire un procès comme celui-là au Cambodge, sachant que ce n'est pas une démocratie, sachant que l'organisation judiciaire et le fonctionnement judiciaire
ne sont pas comparables à ceux d'un pays avancé. Est-ce que c'était réaliste ou pas? Est-ce que, en d'autres termes, il fallait considérer qu'il valait mieux pas de procès du tout que le procès tel qu'il a eu lieu? Moi, j'ai souvent discuté de ça, à la fois avec des Occidentaux et avec des Cambodgiens. J'ai jamais trouvé un seul Cambodgien qui me dise il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de procès du tout. Et j'ai jamais trouvé un occidental qui me dise les Cambodgiens veulent un procès digne de ce nom, sinon ils ne veulent pas de procès du tout. Il faut bien comprendre que le simple fait que le procès ait eu lieu, c'est déjà une grosse victoire pour les Cambodgiens. Et ils ont mal vécu le fait que le tribunal soit souvent très critiqué et présenté comme une justice au rabais, quoi. Ils disaient pour une fois on essaye de faire quelque chose de bien dans notre pays, et puis ça, on n'en tient pas compte, quoi. Moi je me suis toujours dit, je n'ai pas le droit de prendre une décision aussi lourde de conséquences que celle qui consiste à dire je rentre chez moi parce que je ne peux pas travailler normalement, sans être absolument sûr que les Cambodgiens l'approuvent. Les Cambodgiens, je veux dire les victimes, quoi. Finalement, je ne regrette pas d'avoir adopté cette attitude-là, parce que je persiste à penser que ce qui a eu lieu est mieux que s'il n'y avait rien eu du tout. Et les Cambodgiens je veux dire les autorités cambodgiennes, voulaient conserver la maîtrise du procès. Ils voulaient que décisions gênantes puissent être empêchées, bloquées. Et de ce point de vue-là, il faut dire reconnaître que l'organisation du tribunal elle-même permettait de bloquer le système, parce que le système de la supermajorité là, qui avait été mis en place, qui prévoyait que toute décision devait entraîner la participation d'au moins un juge international, ce système permettait d'éviter les décisions injustes, mais il ne permettait pas d'imposer les décisions justes. Et donc, il y avait un certain nombre de situations où les Cambodgiens pouvaient très facilement bloquer le système. J'ai découvert là l'agressivité de la procédure anglo-saxonne. C'est quelque chose de faramineux. J'ai fait l'objet d'une requête en récusation qui était soutenue par la plupart des avocats que j'avais en face de moi. C'était assez violent. Ah oui, ça a été dur. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'un enquêteur, vraisemblablement manipulé par un de ses collègues d'ailleurs, a fait des déclarations imprudentes un jour où il était dans un bar, peut-être un peu éméché, et il a dit que j'avais déclaré que je préférerais trouver des preuves à charge que des preuves à décharge. Alors, j'aurais dit ça dans le cadre d'une réunion qui était organisée à mon domicile avec les enquêteurs, et c'était présenté comme si j'avais dit aux enquêteurs « Vous allez chercher uniquement les preuves à charge, les preuves à décharge, je ne veux pas en entendre parler ». Alors que c'était absolument pas ça. Enfin, c'était dans le cadre d'une discussion spontanée que j'avais dit ça, si je l'ai dit comme ça, parce que je ne me souviens plus, là, mais j'avais dit ça en rigolant un peu comme j'aurais dit, ce serait bien qu'on puisse aller mettre des micros chez l'avocat, chez Maître Vergès, pour pouvoir savoir ce qu'il dit à son client. Donc les anglo-saxons, je dis les anglo-saxons parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre, là. Les autres ont suivi, mais c'était une stratégie qui, paraît-il, d'ailleurs, est assez fréquente aux États-Unis ou en Angleterre. Et ils ont donc considéré que c'était une preuve de partialité de ma part, et donc ils demandaient ma récusation. Et alors il a fallu que je prenne un avocat, parce que j'avais moi-même des enquêteurs qui étaient anglo-saxons, et ils m'ont dit, il faut que vous preniez un avocat parce que vous ne connaissez pas la règle du jeu. C'est pas comme chez vous, et si vous allez comme ça tout seul au casse-pipe, vous allez perdre. Donc il faut prendre un avocat. Alors j'ai pris un avocat. J'ai quand même dit à l'ONU au passage, écoutez, soit vous me payez un avocat, soit je rentre chez moi, parce que je n'ai pas l'intention de dépenser un centime pour ça. Alors ils ont accepté de prendre en charge la défense. Et c'est un avocat très réputé d'ailleurs, anglais, qui a pris ma défense, qui a fait, pendant 3 mois, on n'a fait que répondre à des conclusions d'avocats, essayant de démontrer que j'étais partial. Alors ça a été rejeté par la chambre préliminaire, qui était la chambre compétente pour se prononcer. Le problème, c'est que pendant 3 mois, moi, j'ai fait que ça pratiquement. Et c'était le but de l'opération, c'était de m'empêcher de faire mon travail. Donc pendant 3 mois, j'ai répondu non, je ne me suis pas
partial, et je vous le démontre par telle ou telle chose. C'était du temps perdu, en fait, quoi. Ce qui était le but de l'opération. Alors ça a été effectivement... Puis c'était désagréable parce que tous les jours, il y avait un article en première page des journaux locaux. Alors la requête en récusation du juge Le Monde est encore en train d'être examinée, et avec les avocats qui prenaient la parole en disant c'est évident que la partialité est démontrée. Enfin, c'était plaisant, quoi. J'ai vécu ça de manière assez désagréable. Au cours de son enquête, Marcel Le Monde interroge Laurence Pic. Cette Française est la seule personne étrangère à vivre à Phnom Penh pendant tout le régime Khmer Rouge. Laurence Pic est un témoin dans cette affaire judiciaire et n'est pas mise en cause. Laurence Pic était la seule personne originaire d'un pays extérieur au Cambodge qui ait vécu à Phnom Penh dans le premier cercle du pouvoir pendant toute la totalité du Kampuchea démocratique. Donc on se disait, c'est quelqu'un qui va nous apporter des précisions particulièrement intéressantes parce qu'elle a une position unique, quoi. Elle travaillait au ministère des Affaires étrangères, très près de Ieng Sary, donc l'un des principaux responsables du régime. Elle était l'épouse d'un cadre Khmer Rouge. Et à notre grande surprise, on a vu arriver quelqu'un qui avait l'air tout effarouché, qui se sentait agressé un peu par les questions. Alors c'est moi-même qui l'ai interrogée, parce qu'on avait fait une commission rogatoire au juge d'instruction français, elle habite en France. Et donc c'était un juge d'instruction français qui nominalement procédait à l'interrogatoire, mais il avait accepté que j'assiste, entre guillemets, à l'interrogatoire, et en réalité que je pose moi-même les questions. Donc j'ai été assez surpris de voir arriver quelqu'un qui était très méfiante, comme si elle était en territoire hostile, et qui n'avait pratiquement rien à dire. Elle avait l'impression d'avoir vécu au milieu de gens faisant partie d'un autre univers que le sien. Elle n'était pas du tout politisée. Elle n'avait absolument pas d'engagement maoïste. On aurait pu penser que c'était quelqu'un qui était venu en Chine. Elle était d'abord allée à Pékin, puis ensuite à Phnom Penh pour rejoindre son mari, qui était lui-même un militant Khmer Rouge. Donc on pouvait s'attendre à ce que ce soit quelqu'un de très engagé politiquement. Et pas du tout. Elle expliquait qu'elle faisait pousser des tomates pendant toute la totalité du régime et qu'elle était en très mauvais termes avec Ieng Sary. Et elle s'est surtout dissociée un peu de son mari, qui a été assez sévère à son encontre dans ses dépositions, et réciproquement. Et finalement, on a l'impression que tout ce qu'on a pu retirer du témoignage de Laurence Pic, c'est une crise de ménage, une scène de ménage. Il faut bien savoir qu'on aurait pu poursuivre des milliers de gens. Hein. Au Cambodge, à la limite, il n'y avait plus que deux catégories. Il y avait les bourreaux et les victimes pendant cette période Khmer Rouge. Donc si on voulait poursuivre tous les bourreaux, condamner tous ceux qui avaient, d'une manière ou d'une autre, participé au crime Khmer Rouge, c'est par milliers qu'il aurait fallu faire les procédures, ce qui était évidemment irréalisable. Donc Laurence Pic est de toute évidence dans la catégorie des gens qui... théoriquement, aurait peut-être pu être inquiétée pour avoir collaboré avec le régime, mais enfin, elle n'avait absolument pas, il n'y avait aucun élément qui permettait de penser qu'elle avait été elle-même associée à des crimes commis pendant cette période. L'influence française reste assez présente au Cambodge. La francophonie était assez développée. Je dis était parce que, d'une façon générale, enfin, traditionnellement, les Cambodgiens sont assez proches des Français. Et il y a beaucoup de Cambodgiens qui sont allés faire leurs études en France. Alors les Khmer Rouges en font partie, à des niveaux divers. Hein. Il y a Pol Pot qui est présenté officiellement comme le chef des Khmer Rouges. C'est un titre qui lui est disputé par Nunchea, si je puis dire. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Nunchea était au moins aussi important que Pol Pot. Toujours est-il que Pol Pot n'était pas un intellectuel. Enfin, il a fait une école d'électricité à Paris. C'était pas un brillant étudiant. Contrairement à Khieu Samphan, qui est docteur en sciences économiques de la faculté de Paris, contrairement à Ieng Sary, qui avait fait Sciences Po. Ils ont tous fait leurs études en France, ils ont aussi tous adhéré au Parti communiste français. Et ils ont été formés en quelque sorte par les communistes français. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que lorsque Khieu Samphan a dû choisir un avocat, il a choisi Maître Vergès, qui était lui-même un militant du Parti communiste français dans les années 50. Autant en tant qu'ami qu'en tant qu'avocat qu'il intervenait dans ce procès.
Ben, la fin, c'était stressant parce qu'on était tenu par le calendrier. Les accusés étaient tous détenus, évidemment, parce que on considérait que les faits étaient trop graves pour qu'on puisse prendre le risque d'une remise en liberté. Donc, on était tenu par des délais, parce que la détention provisoire ne pouvait pas excéder 3 ans. Donc, ça veut dire que dans le dernier mois, c'était du jour et nuit, quoi. Il fallait cravacher pour terminer avant la date fatidique qui aurait entraîné la mise en liberté des accusés. Alors on a réussi à tout boucler 15 jours avant la fin de la détention provisoire, et j'en ai profité pour annoncer mon départ à ce moment-là. Marcel Lemonde, il a fait ce qu'il a pu. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qui s'est fait au Cambodge en 3 ans et demi d'instruction des premiers dossiers, des 2 premiers dossiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Beaucoup de choses. Le problème, c'est que si on n'est pas de savoir ce qu'il était souhaitable de faire, la question, c'était de voir ce qu'il était réaliste d'espérer faire. Alors, les conditions dans lesquelles ce tribunal a été créé, les conditions dans lesquelles il fonctionnait compte tenu de la situation politique du Cambodge, tout ça faisait qu'on ne pouvait que avoir un fonctionnement insatisfaisant. Il y a eu effectivement des loupés, il y a eu des choses qui auraient pu être mieux faites, notamment, je pense au rôle des parties civiles qui auraient probablement pu être mieux traités, en tout cas dans le cadre du premier procès, le procès de Duc. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de l'extérieur de la difficulté de la tâche qu'on a eue. C'était quelque chose d'assez monstrueux. Enfin, le procès des Khmers rouges, c'est généralement considéré comme l'un des plus complexes depuis Nuremberg. C'était des crimes commis par millions. Hein. C'était un contexte local qui était on ne peut plus défavorable. C'était des moyens souvent insuffisants, en tout cas très inférieurs à ceux des autres tribunaux internationaux. Donc tout ça faisait que c'était quand même pas simple comme opération. Et alors, les pessimistes disent il fallait pas y aller. Moi, c'est pas mon avis. Je pense qu'on a fait du bon travail là-bas. On n'a sans doute pas fait du travail parfait. Mais je ne regrette pas d'être allé au Cambodge. J'ai eu l'impression de faire de mon mieux. Je me dis, un procès comme celui-là a forcément plusieurs dimensions. La période Khmer Rouge était totalement taboue au Cambodge à ce moment-là. C'est-à-dire que on n'en parlait pas dans les familles. C'était trop douloureux pour les vieux qui avaient survécu. C'était de l'histoire ancienne pour les jeunes qui n'étaient pas encore nés. On n'en parlait pas dans les programmes scolaires. C'était quelque chose qui était ignoré totalement de toute l'histoire officielle. Donc il y avait une dimension pédagogique évidente qu'il fallait aussi prendre en compte. Enfin, le tribunal avait aussi vocation à faire évoluer les mentalités sur la période Khmer Rouge. Et il y est d'ailleurs parvenu, parce qu'il y a eu un grand nombre de spectateurs qui sont venus assister aux audiences. Ça dépasse 100 000 personnes, ce qu'aucun tribunal international n'a permis de faire. C'était vraiment une des réussites du tribunal, c'est que la publicité faite autour du procès a été réelle, et les gens ont commencé à s'intéresser à ce qui s'était passé 30 ans auparavant. Les Cambodgiens, il y a plusieurs réactions différentes. Hein. Il faut distinguer d'abord ceux de la diaspora, ceux qui sont en Europe ou en Amérique, ou qui étaient beaucoup plus critiques vis-à-vis du tribunal que les Cambodgiens du Cambodge. Ceux qui n'ont jamais vécu ailleurs qu'au Cambodge ont découvert un monde insoupçonné en voyant fonctionner le tribunal. Ils n'imaginaient pas que la justice puisse fonctionner comme ça. Donc ça, c'est déjà un point très positif. Ensuite, ils ont été très agréablement surpris de voir que des dirigeants d'un ancien régime puissent être poursuivis devant une juridiction pénale. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'imaginaient pas possible. Et ils ont parfois vécu personnellement des situations émouvantes. Enfin, je me souviens d'avoir lu dans la presse une interview d'un Cambodgien qui disait « J'attendais ça depuis 30 ans. Maintenant que je sais qu'ils sont en prison, j'ai enfin trouvé le sommeil. Je leur souhaite de vivre 100 ans. » En 2011, Duc, le directeur de S21, a été condamné à l'incarcération à vie pour meurtre, torture, viol,
et crime contre l'humanité. En 2014, Kyo Sampan a été condamné à la prison à perpétuité. Ieng Sary est mort en 2013 sans avoir été jugé. Ieng Thirith, atteinte de la maladie d'Alzheimer, n'a pas été jugée. Elle est morte en 2015. Quant à Nyon Chea, il est mort en prison en 2019. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Porte Vocale. Pour ne rater aucun épisode de Porte Vocale, rendez-vous sur les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet portevocale.fr. À bientôt!